implique de grandes responsabilités. Mise à bord. I'm Batman. Up in the sky, it's a bird. It's a plane! It's Superman. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans la bande des comics, émission numéro 28. Nous sommes dans la première émission de décembre et nous allons vous présenter, j'espère, une émission de qualité. Hein, on va essayer, messieurs. Oui. Je suis accompagné de ma bande. Voilà, je rigole parce que Rémi a pris l'habitude de filmer les débuts d'émissions et ils sont souvent compliqués. Donc, tiens, toi, le caméraman amateur, comment vas-tu ? Eh ben, ça va très bien, très très heureux de vous retrouver. Bon, en face de moi, Gilles, le sourcil arqué, se demandant bien ce qui va lui arriver. On dirait The Rock. Quasi. Oui, le même. Même Saturne. Le même. Au Saturne peut-être, mais le reste, on sait pas. Vas-tu bien, Gilles ? Ouais, ça va super, et toi ? Et ça va. Et derrière, caché, il s'isole. Hein. On a essayé de lui mettre. Il veut pas sortir. Non, voilà. Il veut jamais sortir. Non, et il veut pas que tu rentres non plus. C'est ça, non, ça aussi. Donc tu te fais taper si tu rentres. C'est la faute au seul de la chronique. Exactement. Jay, comment vas-tu ? Ça va très bien. Bon, ça Merci. Va. Et notre serviteur, Ardé, content d'être là. Et on va essayer de faire une émission assez pointue. De qualité. Voilà, assez pointue d'ailleurs. Qui est un légionnaire romain ? On va en reparler. D'accord. Au sommaire, vous l'aurez compris, on va parler d'Astérix. Ça va être notre dossier du jour, bien sûr. On va revenir sur la dernière BD Iris Blanc, sortie début novembre. Chacun donnera son avis là-dessus. Et si on a un peu de temps, on développera un peu plus sur l'univers d'Astérix. Bien sûr, avant ça, les chroniques de chacun pour vous faire découvrir peut-être de quoi trouver l'idée cadeau qui vous manque. Oui, ça approche. Pour Papa Noël. Voilà, hein, donc avant notre prochaine émission qui sera celle de Noël. Et on va commencer bien sûr par nos actualités, messieurs. Un petit jingle et on est parti. Breaking news. Alors, en ce début décembre, qui a quelque chose ? Gilles ? Yes, alors moi c'est pour si quelqu'un veut visiter Bruxelles. Le 12 octobre. Il ne veut pas dire avec lui, hein, il dit en général. Ouais, en général. Je parle le 12 octobre, retrouvez-moi au parking. Non, le 12 octobre dernier est sorti chez Gallimard un ouvrage sur Lucky Luke, mythe et réalité du Far West. Ce qui, à la base, en fait, Lucky Luke était vraiment fait pour chroniquer, enfin pas pour chroniquer, pour se moquer du Far West, des codes du Far West. Et une galerie à Bruxelles, la galerie Huberty et Brain, a décidé de faire une exposition Lucky Luke depuis le 1er décembre jusqu'au 24 janvier. Okay. J'ai vu déjà quelques planches à voir. Donc c'est des planches originales ? Oui. D'accord. C'est sympa à voir quand même. Ouais, Lucky Luke, c'est l'anti-Blueberry, hein, donc j'imagine que ça part de là. Oui, faut juste aller à Bruxelles. Voilà, Bruxelles, c'est le problème, mais décembre ou janvier. Pas traîner, quoi. Faut des frites chaudes. Mais Jay, tu as une petite news, j'imagine. Oui, concernant les podcasts. Vous savez que j'écoute beaucoup de podcasts, et notamment des podcasts comics. Il y en a deux qui sont sortis, dont la bande des comics, j'écoute pas trop. C'est pas bon. Ouais. De moins en moins maintenant que c'est Rémi qui fait le montage. Et je l'en remercie. Il sous-traite maintenant. Je l'en remercie grandement d'ailleurs parce qu'il a fait un super boulot. Je vais vous parler donc de deux podcasts qui sont sortis. Le premier c'était cet été, donc été 2023. Le deuxième est sorti en septembre. Celui qui est sorti cet été, il s'appelle 10h47, l'heure du comics. Alors je vous le donne en mille. C'est quoi 10h47 d'après vous ? C'est une référence à quoi ? À Batman. Oui, à Batman. Ses parents sont morts. Alors c'est pas par rapport aux parents. Alors peut-être effectivement il peut y avoir un lien. Remarque ça pour le coup je sais pas. C'est ce qu'il faut mettre sur l'horloge. Sur l'horloge tout à fait du manoir Wayne pour ouvrir la Batcave. Il dort, mais quelle année Tout à fait. Et c'est trois personnes donc, qui l'ont lancé, qui étaient finalistes du concours du plus grand fan de Batman en 2022. Vous vous souvenez, pour le mois Batman. Pas des mecs pointus du tout. Quoi. Voilà, les gars, ils savent un petit peu de quoi ils parlent. Et c'est plutôt sympa. C'est
très bon enfant, c'est grosse marade et voilà, c'est plutôt sympa. Il y a 17 épisodes qui sont sortis et le deuxième podcast, ça s'appelle DC Vu d'ailleurs, donc DC, les deux lettres, DC, qui est sorti par le collectif lescomics.fr et pour le coup dedans on a pas mal de personnes qu'on suit sur les réseaux, SN Parod, DeviantProd, etc. et qui nous reviennent toutes les semaines sur les sorties des comics DC aux États-Unis. Donc chaque semaine en fait ils font le bilan de toute leur lecture et ils lisent quasiment l'intégralité des comics VO, tout à fait. Donc bien avant que ça sorte en VF, au minimum 6 mois, 1 an. Et c'est plutôt très sympa, il y a 8 épisodes qui sont sortis et moi j'aime assez parce que pour le coup je suis les 2 séries Green Lantern actuelles et donc ça me permet d'avoir les infos aussi et les avis d'autres personnes. Regardez, il tombe de sa chaise de surprise quoi. Il n'attendait pas quoi. Green Lantern, non mais c'est bien de pouvoir faire de la pub pour des podcasts plus pointus que les nôtres au final, parce que nous on essaye d'être généralistes et tout. Tout à fait. Mais voilà, donc vous pouvez approfondir vos recherches et on espère que ça va vous aider. Moi, il fait un signe de la tête. Donc, du coup, je m'emmerde même plus à t'annoncer. Moi, je vais vous parler d'un plateau BD, d'un mini-festival qui va avoir lieu à Charlemagne-Toulon les samedis 16 et dimanche 17 décembre, uniquement de 14h à 18h. Ça s'appelle les rendez-vous de la BD et on a quasiment la crème des auteurs locaux avec Jonathan Auconte, Chanouga, Michael Croza, Olivier Dutot, Aurélie Gareno, notre mascotte, Olivier Lubrano qui refourgue une palette à chaque fois de ses bandes dessinées et on a Sébastien Philippe et Serge Scotto. Donc voilà, un très beau plateau BD à l'approche de Noël. Encore une fois, on aura une émission dédiée, mais ça peut être une bonne idée. Et à noter aussi qu'il y aura une journée de la BD le samedi 16 décembre avec l'association autour de la BD et Charlemagne-la Seine. On n'a pas encore la programmation finale, donc je ne peux pas vous dire quels artistes seront présents, mais à surveiller aussi, on relaiera les infos pour cette journée donc du samedi 16 à Charlemagne-la Seine et le 16 et 17 à Charlemagne-Toulon. Très bien, donc à suivre sur nos réseaux qui sont à la pointe. Très actifs. Exactement, très très actifs. Exactement. Comme la radio. Tout à fait. On a le temps pour une précision encore, une ou deux. Ouais, une nouvelle concernant le cahier magique. Le cahier magique. Dans le cahier magique, j'ai noté que Netflix nous a gratifié depuis le 21 novembre de la série animée Batman de 92. Oui. Donc ça permet désormais de la visionner sur cette plateforme de streaming. D'animaté de série. Montrer. Voilà, tout à fait. Montrer à vos enfants ce qui a fait notre jeunesse. C'était extraordinaire. Quand on voyait le sigle Warner Bros se transformer en dirigeable, ça nous a marqué. Donc c'est pas mal de pouvoir montrer ça à nos jeunes. À tout le monde, voilà, parce que c'est vrai que Netflix fait pas mal de choses sur les animés. Dis-le, ça marche, reste avec nous. J'essaye. Voilà, fait pas mal de choses sur les animés. Ils ont essayé de faire des choses avec Mila. Pour l'instant, c'est un peu bancal. Super Crooks, même si c'est bien, aurait pu être mieux. Non, c'est pas mal. exactement. Voilà, ça pourra faire parler les générations. Tout à fait. Mais bon, Rémi, tu avais encore autre chose. Oui, et une mauvaise nouvelle malheureusement, mais c'est l'annonce de la vente de la librairie Contrebande à Toulon. Voilà, moi c'est une librairie que je fréquente assez souvent parce que c'est axé très bande dessinée indépendante. Qui a un fond très très original, je trouve, beaucoup de nouveautés assez pointues. Notamment, il y a souvent des rencontres d'auteurs. J'ai pu rencontrer Zéro Calcaré, Benjamin Bachelier, Lou Wifang dernièrement, avec des expositions des planches originales. Je trouve que c'est une petite nouvelle qui fait un petit pincement au cœur, qui reflète aussi malheureusement une certaine difficulté du marché de la BD et de la BD indépendante. Mais localement aussi. Voilà, donc assez un peu attristé de cette nouvelle. J'espère qu'il y aura une solution de reprise de la bande dessinée, enfin de la librairie pour qu'elle perdure. Mais si vous étiez passé à côté de l'info,
malheureusement. Il y a un projet collaboratif peut-être qui est en train de de germer coopérative, d'une coopérative pour reprendre cette... C'est ce qu'on leur souhaite, parce que bon, ça serait dommage. C'est un monument, et puis sur Toulon, il ne reste plus grand-chose pour trouver ce côté indépendant. C'est certes un marché de niche, il ne faut pas se voiler la face, mais qui a son public. La rencontre avec Zéro Calcaré qui était organisée avec les libraires du Sud, il y avait 40 à 50 personnes. Donc c'est pas rien pour un auteur BD qui, on va dire dans le Sud, qui ne connaît pas une exposition non plus incroyable. Faire venir 50 personnes sur une rencontre sur un auteur italien, moi je dis chapeau, faut quand même le faire. Donc voilà, ça serait dommage. Et puis il y a aussi Damien de la Cellule qui est sur le même local, qui est aussi très actif, mais lui c'est côté musique vinyle. Mais bon voilà, je trouve que c'est un commerce qui doit quand même essayer de résister. Et il faut que tout le monde essaie de trouver une solution pour garder cette belle librairie. En tout cas, allez-y, il reste encore des pépites. Oui. Et nos amitiés à Paola d'ailleurs. Exactement. Voilà. Très bien. Bon, messieurs, on a fait le tour un peu de ces news. C'est un peu dommage de finir là-dessus. Je suis désolé. Mais bon, tant pis. Tu vas devoir mettre les bouchées doubles pour nous faire T'inquiète pas encore pour ça. plus rire et sourire. Oh oui. Voilà. Bon, messieurs, une première pause musicale. Qui nous a choisi ça? The Wedding présente Catwoman. C'est moi. Je sais pas, je m'ennuyais, j'ai tapé Catwoman, il y a ça qui est sorti. Donc voilà, ça vaut ce que ça vaut. Bon, écoutons ça. Vous êtes de retour dans la bande des comics. On est hétéroclite autant dans nos présentations de BD que dans nos goûts musicaux. Exactement. On l'a entendu. Bon, là, c'est Catwoman qui pas en braquage, plutôt rond. Plutôt tranquille, ouais. Voilà, plutôt rond. Donc c'était très bien pour ce mois de décembre. Restez au chaud. On va attaquer les chroniques et je vais, une fois n'est pas coutume, c'est moi qui vais commencer. Tu vas commencer. Voilà. Alors j'avais envie de vous parler de la BD Red. Voilà. Alors Red, vous avez, même pas. Vous l'avez sûrement reconnu. C'est la BD qui a inspiré le film, c'est écrit en gros, donc je vais le réutiliser. Donc le film avec Bruce Willis, Morgan Freeman et aidez-moi, John Malkovich. Merci. Voilà. Merci. Donc cette BD est écrite par Warren Ellis, à qui on doit Transmetropolitan par exemple, dessiné par Cully Hamner, donc moi que je ne connaissais pas comme dessinateur. C'est une BD qui est assez ancienne maintenant, qui est un one-shot. Alors, on suit l'histoire donc comme indiqué de ce retraité extrêmement dangereux. Donc, c'est comme ça qu'en français c'est Red, voilà. Donc ce retraité qui touche ses allocs après avoir été un tueur de la CIA et qui un jour se retrouve à être la cible de tueurs. Et donc, il va chercher qui est derrière tout ça et faire le ménage qui va avec. Voilà, donc on est sur une histoire relativement simple et qui a déjà été exploitée. Je pense à King of Spies assez récemment, qui est vraiment sur la même base. On peut prendre les deux, voilà. Même si Miller l'a un peu plus exploité que Ellis. Ellis, on est toujours sur quelque chose de très brutal, très violent, un côté assez nihiliste de l'existence. Donc là, on est sur ce personnage, on n'est pas sur Bruce Willis, on est sur quelque chose de très violent et sur un personnage qui a déjà dit adieu à sa vie, qui était renfermé dans cette vie de retraite et qui voit cette quête de vengeance comme une ultime
comme une ultime action dans sa vie et ne pas mourir en retraité en végétant dans sa maison. Donc on suit ce personnage. Derrière ça, il y a tout ce que Élise déteste et qu'il est très fort pour mettre en avant, c'est-à-dire les compromis du gouvernement, les éliminations pour faire le ménage, etc. Donc c'est mis en avant. Et il y a ce dessin donc de Cullen qui est particulier. Il faut se faire une idée. C'est assez limité. Ouais, c'est assez spécial. On pourrait dire que c'est même des fois assez simpliste. Voilà, je sais pas si. Non, mais moi je l'avais. Moi je l'avais, donc je faire une idée. Mais on est sur un truc qui se lit très très vite. C'est un patch turner. On est vraiment sur un patch turner. Moi, c'est comme quand en littérature je lis une nouvelle. Voilà. C'est comme ça que je l'ai pris. Donc moi, à l'époque, j'étais chez Panini, il l'avait sorti en souple. Donc on était déjà sur un truc. C'est 5-6 fascicules qui sont regroupés. Bien sûr. Voilà, donc on est sur 100 et quelques pages. Donc voilà. Donc quelque chose de vif, de nerveux, qui se lit très vite et qui vous passera un très bon après-midi hivernal. Au coin du feu. Voilà, messieurs, à vous. Qui veut enchaîner ? Ouais. Allez, Jay. Allez, moi je vais vous parler de Fable. Fables. Oui, bah oui. Ouais. Il y a un S, donc. Qui est donc un comics édité chez Vertigo, qui est l'ancienne maison un petit peu au souffle indé de chez DC Comics, écrite par Bill Willingham au scénario et dessiné majoritairement par Mark Buckingham et d'autres dessinateurs un petit peu plus anecdotiques. C'est donc paru à partir de l'année 2003 jusqu'en 2015, donc il y a 150 numéros, 150 chapitres single issue américain. Et en France, ça a été compilé dans un certain nombre d'albums simples, au départ par Semic Panini et puis maintenant par Urban. Ça correspond à 25 albums si on compte les hors-séries, donc c'est plutôt pas mal. Heureusement, derrière, il y a eu des intégrales qui permettent donc de compiler pas mal d'épisodes. Et tout récemment, on a eu l'édition donc format nomade qui compile, chaque petit tome comme ça compile donc une intégrale. Ce qui est plutôt bonheur parce que ça permet vraiment de se plonger complètement dans une multitude d'arcs narratifs. Ça parle du monde des fables, des contes, mais beaucoup plus proche des contes de Grimm ou de Perrault que la version Disney. On est bien d'accord, c'est une version adulte. Chez Vertigo, c'était tout le temps des versions adultes de toute façon. Et donc, on va avoir des personnages de fables, qui est donc le petit chaperon rouge, le grand méchant loup, Blanche-Neige, Cendrillon, etc., qui ont été chassés du monde des fables et qui sont donc dans le monde des communs, notre monde, le monde normal, j'ai envie de dire, et qui vivent, des moldus. Voilà, ils se retrouvent chez les moldus, tout à fait. Et donc, ils ont une communauté dans la ville de New York qui s'appelle Fableville, donc une communauté qui vit en parallèle, du moins tous ceux qui peuvent prendre une apparence humaine, parce que ceux qui peuvent pas, eux, ils vivent dans la ferme, donc un espace qui est reclus à l'extérieur de la ville de New York. Et on va suivre donc tous les personnages, pareil, c'est tout un tas de petites histoires comme pour Sin City qui vont se croiser, et des personnages qu'on va voir à différents moments de leur vie. Après, bien souvent, ça se passe après les contes tels qu'on les connaît, les contes initiaux, Cendrillon, Blanche-Neige, etc. Et le premier arc, par exemple, ça va être le grand méchant loup, donc repenti, qui s'appelle Bigby, et qui est enquêteur, et qui va enquêter sur l'assassinat de la sœur de Blanche-Neige. Et donc, on va avoir parmi les personnes qui sont suspectées, on va avoir le prince charmant, on va avoir le pirate barbe bleue, enfin voilà, on va retrouver énormément de personnages du folklore, notamment du folklore européen. Et c'est quelque chose, pareil, où j'ai mis pas mal de temps à me lancer, parce que ça m'attirait pas plus que ça. Je suis pas très fantasy au départ, moi c'est pas trop mon domaine de prédilection. Et là, en fait, le fait que ce soit moderne et que ça se passe dans notre monde, finalement, ça marche super bien sur moi. Et donc j'en suis là actuellement en France. Ils ont sorti les 5 premiers tomes chez Urban Nomad. Il y en aura 10.
Et je suis au 3e en ce moment. Et c'est une lecture qui se laisse bien lire pour le coup. Enfin, c'est vraiment quelque chose de sympathique. Voilà, le dessin est assez basique. On n'est pas sur des trucs très évolués. Ça fait penser un peu à du franco-belge. Pour le coup, c'est pas très comics, quoi. Hein. Ça fait pas comics américain. Mais ça marche bien du coup en nomade, avec cette version un peu rétrécie. Ouais, les planches un peu plus petites. Et oui, franchement, ça fonctionne bien. Un petit peu comme on disait en radio sur Y, le dernier homme. Enfin, c'est des œuvres qui s'y prête en fait, particulièrement. Voilà. Ouais, donc faut aimer les réinventions des histoires cultes. Ça c'est déjà fait. Et bon, c'est vrai que Fable reste la référence dans le domaine en termes de comics. Ok, merci Gilles, à toi. Allez, moi je vais vous parler de la BD Le Chevalier au Dragon. Alors pour cette bande dessinée, l'histoire commence avec Emmanuel Arioli, qui était chercheur littéraire et qui a découvert à Paris un bout de manuscrit où il était cité un chevalier au dragon qui faisait partie de la table ronde. Dans cette page du manuscrit, personne ne connaissait ce chevalier de la table ronde. Il a fait quelques recherches, aucun de ses collègues ne connaissait. Et il a décidé de partir faire un peu le tour déjà de l'Europe et puis du monde pour retrouver l'histoire, enfin plusieurs pages, et reconstruire cette histoire que personne ne connaissait. D'accord. Et donc la bande dessinée part de cette histoire, de ce roman, de ce nouveau chevalier au dragon de la table ronde, avec toutes les facettes que ça peut amener et toutes les redécouvertes qu'on peut faire sur la table ronde, sur le mythe arthurien, etc. J'ai pas du tout vu passer cette sortie. Ouais. C'est sorti chez qui ? C'est chez Dargo. D'accord. T'as Emiliano Tanquillo qui est au dessin et Emmanuel Arioli, celui qui a fait la découverte, qui est au scénario. Connais pas. Okay, donc on est sur du franco-belge classique. Voilà, franco-belge classique. Il va y avoir ça va être un roman c'est romancé par rapport aux découvertes qu'il a fait, parce que comme c'est pas quelque chose qui est linéaire, au contraire, c'est des petits bouts de passages qu'il a trouvés dans différents titres de différentes bibliothèques. Il a reconstitué. Voilà, il a reconstitué. Il n'a pas quelque chose de linéaire. D'accord. Par exemple, le chevalier qui s'appelle Sigmund en français n'a pas le même nom en Scandinavie, en Angleterre, etc. C'est pour ça que ça a été un peu compliqué. Au niveau du dessin, c'est vraiment quelque chose de magnifique que j'aime beaucoup. Ah bah oui, on va regarder ça. Merci. C'est vraiment du franco-belge pur, classique, mais avec des couleurs assez vives. C'est joli, très chouette. C'est joli. Ouais. Et pour la petite anecdote, ce soir, il y a un documentaire sur Arte sur la découverte de ces pages. D'accord. Ah, donc on est vraiment sur la mise en BD d'une histoire vraie. Oui, c'est une découverte qui a été faite en septembre. D'accord. Non, parce que ça aurait pu être le point de départ de cette. Ça aurait pu être le point de départ d'un romancier qui cherche comme je ne sais plus comment ça s'appelle, le 10e livre, ou quoi que ce soit. Non, là, il va chercher dans c'est en fonction des découvertes qui ont été faites. Voilà. Ils ont retracé ce personnage, l'histoire de ce personnage. D'accord. Qu'on ignorait jusqu'à présent. Exactement, c'est une découverte réelle qui a été faite en septembre, j'ai pu le jour exactement, et qui a été après mis en bande dessinée sur... D'accord. Ils l'ont présenté en septembre. Ils ont présenté cette page en septembre. Ils ont déjà fait en septembre, ils ont déjà pondu une BD. Ah, mais il y a plein de trucs. Il y a eu des podcasts, il y a eu un roman sur la découverte de cette bande dessinée, ce que ça pouvait apporter au mythe arthurien. Ça a été oui, forcément. Si ça remet en cause une nouvelle facette du mythe arthurien, écoute... C'est pas mal, ça nous change de Once and Future quand on avait c'est notre éclairage, notre angle d'attaque, donc oui, pourquoi pas. C'est intéressant de savoir que c'est basé sur des recherches historiques réelles, quoi. Exact. D'accord, et c'est pas juste une... Ok, donc on est sur de la geste chevaleresque, classique. Une bonne façon si vous avez des fans de littérature ou quoi que ce soit... d'offrir un cadeau un peu différent pour présenter plutôt qu'un livre
brute. Voilà. Mais les planches sont magnifiques. Non, la colorisation, il y a du travail. Colorisation, le Clairement. dessin. Très chouette. Ok. Bon, comme d'hab, on finit en beauté. Hein. Il est prêt, il est chaud, c'est travaillé, c'est beau. Vous pourrez voir ça en vidéo en plus, mais on vous laisse la primeur de l'écouter. Allez, à toi, notre ami Rémi. Aujourd'hui, je vais vous parler de « Je suis leur silence » de Jordi Lafèvre, publié récemment chez Dargaud. Alors, autant dire que cette sortie était attendue comme le soleil après 30 minutes de pluie sur la Côte d'Azur, où tout le monde est perdu. J'avais découvert Jordi Lafèvre avec Les Beaux Étés, lors d'une opération des 48 heures BD, à l'époque où c'était intéressant. Une BD nostalgique qui nous replongeait à l'époque des 4L et des épilations féminines inexistantes. Et j'avais, et c'est un euphémisme, adoré malgré tout une histoire d'amour impossible racontée à l'envers, un mélange de Love Actually et Tenet. Gilou et Jay s'aimeraient, mais ils ne pourraient concrétiser leur amour. La mission était difficile, voire impossible pour Je suis leur silence de passer après malgré tout, sous-titré un polar à Barcelone. Ouais les gars, Barcelone c'est la même route que la Jonquera, hein, voilà, tout le monde baisse les yeux, plus personne n'ose me regarder, on s'est compris, hein, ouais. J'espère que vous avez effacé l'itinéraire sur le GPS de l'Axantia. Bref, la jeune et belle Eva, psychiatre en roue libre qui fume comme un pompier en Australie au mois d'août, est invitée dans un grand domaine familial pour une histoire de succession, et là, c'est le drame, quelqu'un est retrouvé mort. Suicide, meurtre, tentative de résiliation à SFR, le mystère reste entier. Si je suis aussi dur avec Je suis leur silence, c'est que j'en attendais beaucoup, et peut-être trop, après donc l'incroyable raz-de-marée qu'avait été malgré tout. Gilou, je te vois dire non. Ici, l'édition, c'est banal, voilà. Alors, exit le dos rond et le marquage à chaud, pas de fantaisie sur la couverture, juste une jeune femme blonde qui a écrit « Je suis leur silence » sur un miroir avec son rouge à lèvres. J'espère quand même qu'elle va nettoyer, hein, parce que bon. Et puis, alors, les tatouages sur le corps, les tatouages, on sait ce que c'est, hein. Alors, je me suis fait tatouer la mort parce qu'on va tous mourir. Une boussole pour savoir où je vais dans la vie, et la date de naissance de mes enfants pour pas oublier, et un phénix parce que j'ai renaquis. Oh non, j'ai rené. Non, le truc qui renaît de ses cendriers, quoi. Or, de même, le fait qu'Eva voit certaines de ses ancêtres décédés n'est pas plus exploité que ça. Ouf, c'est le Bangladesh qui va pouvoir souffler. J'attendais un thriller un peu plus psychologique qui joue un peu avec les nerfs du lecteur ou l'emmène sur des fausses pistes. Eh bien non, c'est bien, même sans plus, même si une deuxième lecture sera la bienvenue pour saisir les quelques phrases à double sens et autres clins d'œil. Ok. Voilà. Alors, tu vas nous le prêter, histoire qu'on... Je vais vous le prêter pour que vous fassiez votre idée, comme dit RD. Mais malgré tout, avait été incroyable. Et là, je trouve qu'il y a beaucoup de pistes inexploitées, ce qui est dommage. J'avais lu une chronique, c'est même plus dithyrambique à ce niveau-là, mais je vous passe l'image que j'ai utilisée. Mais il faut quand même garder les pieds sur terre. C'est bien. C'est pas non plus la BD de l'année. J'ai jeté un œil aux chiffres de vente. Et ça s'explique. Donc, c'est une petite déception pour ma part. D'accord. Je suis pas d'accord. Écoute, ça sera... Pourquoi ? Vas-y, profite. Vas-y, 2 minutes. Parce que je trouve que Jordi Lafèvre a fait du Jordi Lafèvre. Il s'est plus attaché aux émotions des personnages plutôt que ce que tu disais au polar. Et ce qui est intéressant, c'était vraiment ce rapport à la psychologie et au psychologue, ce qui met vraiment en avant à la fin. Après... Le meurtre, c'est juste pour amener quelque chose, pour avoir des rebondissements dans son récit. Mais c'est pas sur ça qu'on doit centrer. C'est vraiment sur sa relation avec les différents personnages, sur les personnes qu'elle voit, sa grand-mère, sa tante, etc. Et les différentes facettes qu'on peut avoir avec les différentes personnes. Elle est psychologue au début, mais c'est quelqu'un qui est complètement en roue libre, comme tu le dis. Oui, voilà, et c'est ça qui est génial. C'est vraiment quelqu'un qui... Moi, je trouve que ce qui m'a manqué, il m'a manqué un petit côté Fight Club. Un petit côté où, en fait, qui est-ce qu'elle est vraiment ? Et en fait, je me suis dit, à la fin, tu vois, qu'il va nous cueillir en disant, tu vois, comme le fait des fois Millard, tu vois, une ritournelle, tu vois, psychologique, je vais rester, tu vois, bête. Et non, en fait. Non, pour moi, il y a plein de pistes inexploitées et je trouve ça dommage d'avoir fait quelque chose
d'aussi beau mais banal. En fin de compte, voilà, bon, assez déçu. Ouais, très bien. Bon, moi, vous avez pu échanger vos idées. On aura peut-être l'occasion d'en reparler une autre fois. On va enchaîner parce que derrière la vitre, il commence à mourir de sexy dépassement de temps. Voilà, donc on va passer à notre second épisode musical. Megan Thee Stallion, Anxiety, qui vient de Gen V, la série. Donc, ça, c'est toi. Non, même pas. Non, c'est moi. Eh oui. Ah, t'as rien foutu. Deux quand même. Ok, allez, on envoie de ce court morceau. On est de retour dans la bande des comics sur Radioactive. On va attaquer notre gros dossier de ce début de mois, c'est-à-dire revenir sur la sortie d'Astérix. Alors, ce titre, l'Iris Blanc, qui est sorti au mois de novembre. Commençons d'abord par voir ce que chacun en a pensé. Rémi. Eh bien moi, ça m'a réconcilié avec les derniers Astérix, les 3 derniers, le truc du Griffon, machin, la Traviata, je crois, où j'avais été vraiment très très déçu. Et alors là, pour moi, l'intérêt était d'autant plus important que c'est Fab Caro qui écrit le scénario. Ils ont gardé le même dessinateur, Didier Conrad. Donc voilà, pour moi, j'espérais bien que ça soit que la teneur de l'histoire soit un petit peu plus dense que sur les histoires précédentes. Et voilà, pour moi, j'ai retrouvé un petit plaisir de lire Astérix. Alors, je pense aussi que c'est très très codifié et cadenassé au niveau éditorial pour pas faire ce qu'on veut. Mais il y a des bons jeux de mots, il y a des bonnes blagues, l'histoire est prenante. Ça a pu me rappeler un petit peu le Devin, où tu as ce personnage extérieur qui vient un peu semer la zizanie dans le village. Donc c'est un procédé qui, pour moi, n'était pas spécialement neuf, mais je trouve que ça le fait bien. D'accord. Gilles. Je suis à peu près du même avis. Pourtant, j'ai eu peur. Merci d'être venu. Merde. Allez, adieu. Non, j'ai eu un peu peur quand ils ont annoncé que c'était Fab Caro au scénario, parce que j'avais peur qu'il refasse du Zai Zai Zai, etc. Et non, je trouve qu'il a mis de l'eau dans son vin au niveau de l'humour. Il a été beaucoup plus détendu et ça fait plaisir. Après, Conrad, il a fait du Conrad au niveau du dessin, c'est normal. Oui, c'est rien d'extraordinaire. Il est dans la charte, quoi. Oui. Mais non, vraiment très très chouette. D'accord. Ouais. Jay ? Alors, je vais aller dans le même sens. Que dans le même sens que le char à grande vitesse, du coup. Franchement, je me suis régalé. Fab Caro, je trouve, il apporte un souffle qui fait penser à Goscinny des débuts, notamment de l'époque du Tour de Gaulle ou chez les Bretons, par exemple. Ça part dans tous les sens. Il y a toutes les cases, il se passe quelque chose dans les textes, notamment les jeux de mots. Dès la 3e case, j'étais déjà en train de pouffer, en fait, avec le jeu de mots sur Lego, les Lego et les couleurs. J'ai arrêté de jouer avec Lego. Enfin, il nous régale vraiment à travers ses tournures, et l'absurde est moins présent, c'est sûr, que dans son œuvre de base, Fab Caro. Ah, ça c'est obligé. Mais il le distille quand même pas mal, et surtout il nous fait une critique de la société actuelle qui est fantastique, avec cette espèce d'injonction au bien-être, la pensée positive, l'éducation des gamins, et il se régale avec ça, et tout en tapant sur le gouvernement, l'histoire des sesterces de dingue. Il y a plein de trucs, c'est toujours fin, et voilà. Moi j'ai passé un super moment, et ça faisait très longtemps que ça n'avait pas été le cas sur Astérix. Regardez. D'accord. Écoutez, je vais continuer le plébiscite. Voilà. On a retrouvé. J'ai bien aimé aussi retrouver le côté mordant et intelligent du personnage d'Astérix qu'on avait perdu, je trouve, depuis beaucoup d'exemplaires. De tomes. Voilà, pardon. Il y a ce retour des jeux de mots. Et aussi, ce que j'ai apprécié, c'est au niveau de la structure du scénario, le fait qu'il ait été divisé en 2 parties, vraiment. On est une première partie dans le village et une seconde partie à Lutèce. Oui. C'est pas toujours le cas, ou alors on a un déséquilibre avec les quelques pages pour introduire le truc, et après on part sur une aventure. Voilà. Là, on a relativement peu de déplacements. On n'est pas sur une aventure dans le type voyage. C'est pas la grande traversée, quoi. Voilà, on n'est pas sur le Tour de Gaulle, on n'est pas dans cette idée-là. Après, c'est très bien, c'est que pour la première fois, on voit Bonne Mine autant mise en avant. On a rarement eu des personnages féminins. Elles ont
été le déclencheur. Je pense à Falbala, qui est déclencheur de plusieurs choses. Dans La Rose et le Glaive aussi, voilà, ce personnage qui est assez important. La fille de Vercingétorix, qui est le dernier. Elles sont déclencheurs, mais pas forcément personnage principal. Voilà. Alors que là, elle est vraiment dans la mise en truc. Et bon, après, voilà, on a la défense de cette exception culturelle sur le face au Lutèce guindé, ou du moins un peu bobo, qui veut être mis en avant. Après, ça va, ça se rattrape sur la fin avec un certain équilibre, en mettant que oui, ça marche, mais ça marcherait pas tout le temps et pas partout, quoi. Donc voilà, donc j'ai apprécié aussi que ça soit pas trop manichéen là-dessus, quoi. Mais oui, non, c'est un certain plébiscite. Et alors, je pose la question à notre ami libraire. En termes de vente, ça donne quoi ? C'est un carton, comme d'hab. Ne prends pas ton air blasé. Non, mais si la qualité est là, il faut quand même le souligner. Tu vois, pour les libraires, enfin, pour moi, c'est un peu blasant, parce qu'il y a des titres qu'on met en avant, qu'on met des coups de cœur, qu'on galère à vendre. Le Astérix, il est sorti le jeudi. Le samedi, j'en ai passé déjà 85 exemplaires. Mais c'est transgénérationnel. C'est ça, il y a le prix qui l'explique aussi, c'est à 10,50 €. Moi, combien de fois j'ai vu des gens le prendre presque, tu vois, de manière totalement automatique. Donc, et c'est un peu ce que j'ai fait, mais Astérix, c'est quelque chose de tellement ancien qu'on connaît tous. Je veux dire, comment ça peut pas être un carton, quoi. Mais tu vois, sur la même base, t'as toujours les Lucky Luke qui sortent, les Schtroumpfs qui sortent, et c'est pas le même carton. D'accord, mais après, ça tient aussi à l'univers Astérix, qui est beaucoup plus développé que ne le sera jamais Lucky Luke. On n'a pas un parc Lucky Luke. Hein. Oui, c'est vrai. T'entends parler du parc Astérix tous les ans à la télé à un moment ou à un autre. T'as de la pub, t'as les films, t'as de l'animation. Si tu pars là-dessus, en contre-exemple, t'as le parc Spirou. C'est vrai. Oui, mais t'as Walibi Schtroumpf aussi, hein, c'est celui que je te dise. Moi, je trouve que Astérix arrive quand même à faire le grand écart entre un jeune public, parce que avec ses formes rondes, c'est quelque chose qui peut leur parler, mais aussi maintenant aux Quadra, Kenka, qui ont connu ça petit, ce qui est mon cas, et du coup, voilà, jusqu'au plus. Donc en fait, je trouve que, tu vois, par exemple, Lucky Luke, moi, j'ai jamais versé dans Lucky Luke, et je sais pas si enfant, ça m'aurait intéressé. Peut-être un peu plus Spirou et Fantasio, ou Gaston Lagaffe, mais c'est vrai que Astérix, je trouve, à ce côté enfantin, et des fois on remarque que le fond ne l'est pas totalement. Des fois il y a un double niveau de lecture assez intelligent avec l'équipe Goscinny Uderzo, et je trouve que c'est un peu, je trouve pas l'équilibre parfait, je vais dire, mais on n'est pas loin de ça. Tout le monde peut y trouver quelque chose d'intéressant. Moi j'ai 43 balais, j'ai posé le bouquin, c'est mon fils de 7 ans qui est arrivé, qui l'a pris et qui allait se mettre dans la chambre avec. C'est ça, et après tu viens lui expliquer les blagues, tu viens lui expliquer le principe du jeu de mots, etc. Tu lui redis tous les noms à voix haute, parce que ils ne se rendent pas forcément compte du jeu de mots, etc. Et c'est cette transition qui se passe, et c'est typiquement français, voilà. Il y a ça aussi, c'est que pour certains, Astérix reste aussi la défense du franchouillard. Oui. C'est un Gaulois, hein. Nos ancêtres les Gaulois nous disaient... Ouais, et la compagnie créole. Non, c'est pas la compagnie créole, c'est... aidez-moi. Henri Salvador, merci. Ah, d'accord. Si j'ai besoin de rien, je sais. C'est repris par un homme politique avec... Oui. Pas trop c'est pas la compagnie créole, je pensais que tu parlais d'eux, mais ça leur allait bien, je trouve. Bref. Donc, non, on n'est pas sur ça. Et puis oui, après, la limite de la pensée positive qui est mise en avant. C'est pas une critique totale de la pensée positive, c'est ça que je dis, qu'il y a eu un équilibre qui a été fait et qui est assez intelligent, mais on en voit tous les excès. Voilà, les Romains qui se font mettre une tôle et qui remercient en disant c'était une belle bagarre, on a pris des choses, alors qu'ils prennent des points sur la tronche comme à chaque fois et comme ils en prendront à chaque fois. Mais donc on est sur une œuvre
qui a renouvelé le concept d'Astérix, je trouve. Alors du coup, est-ce que, je pense à quelque chose, est-ce que l'avenir d'Astérix aussi passe surtout par les films animés d'Alexandre Astier qui sont, je trouve, très très bien réalisés, là où les films globalement pêchent un peu. Les films live, tu veux dire. Les films, oui, en live action avec des acteurs. J'ai pas vu le dernier, enfin les deux derniers même, je les ai pas vus. L'Empire du Milieu, celui en Grande-Bretagne là. J'ai regardé 3 minutes avec, j'ai entendu les 2 premières blagues, j'ai éteint. C'est dur, il est dur le dernier. Mais du coup, voilà, est-ce que les films animés sont pas justement le meilleur prolongement pour continuer à faire parler d'Astérix? Tu as dit le bon nom, le prolongement. Je pense que les BD seront toujours le vecteur numéro 1 et que les animés viendront en complément. Moi j'ai vu le domaine des dieux dernièrement, je crois. Ouais. Franchement, je me suis régalé, quoi. C'est Astier, C'est le premier animé d'Astier. C'est le premier. Ah d'accord. Le second, c'est la potion, enfin la formule de potion magique. Ah d'accord. Ah oui, alors je l'ai vu aussi. Ouais. Mais j'avais été emballé par le domaine des dieux, où je trouvais que l'histoire, elle se tenait vraiment bien, l'humour était là. Je trouve que un peu comme a fait Chabat, il arrive à prendre tout ce qui est bon d'Astérix, à le mettre un peu, à le remodeler un peu à sa sauce, et je trouvais ça plutôt bien fait. C'est pour ça que moi, un temps, je me suis demandé, après il a peut-être pas le temps, mais si Astier ne ferait pas les scénarios comme... Des prochains films live? Non, d'une prochaine BD. Ah, d'une prochaine BD, ça c'est pas impossible. Je pense pas, parce qu'il a pas... Je doute qu'il ait le temps. Il fait déjà les BD Kaamelott, qui prend un temps. Mais c'est vrai que les meilleures adaptations ces dernières années ont été en animé par Astier. Mais depuis tout le temps, parce que même à l'époque où La Surprise de César, par exemple, qui reprend Astérix Légionnaire et Astérix Gladiateur, il est fantastique, quoi. Et moi, gamin, je l'ai regardé, mais un nombre de fois, celui-ci. C'est pas le meilleur, mais n'empêche que voilà, les 12 travaux qui est incroyable, Cléopâtre, enfin voilà, il y en a des super bons. Juste pour info, par contre, tu parlais de l'avenir en série animée, enfin en animation en tout cas. Il y a une série animée qui est à venir en 2025. Ça c'est une info qui est passée il n'y a pas très longtemps sur Netflix, sur le combat des chefs en 6 épisodes de 30 minutes avec Chabat à la réal. Ah oui. Donc une série d'animation pour le coup, et voilà, faire un peu le domaine des dieux mais en version feuilletonnant, quoi. Ouais. Alors je suis partagé. Je voudrais pas que, enfin, ce serait dommage que Chabat et Astier se tirent un peu la bourre là-dessus, qu'il n'y ait pas un problème de comparaison. Après, l'un fait un film, l'autre fait une série. Oui, mais on va quand même comparer l'animation, on va comparer l'humour. Chabat, on sait ce qu'il a apporté à Astérix, ou le mec qui se permet de ressortir son film au cinéma 6 mois après celui de Guillaume Canet. 6 mois après, t'es sûr? Ou allez, 8. Je crois que c'était même avant. Ah ouais, bon, ben voilà, genre, limite, enfin, genre, c'est. Il est sorti au bout de 3 mois. Au niveau culot, ça se pose là, quoi. C'est sûr, mais il a sorti avant, parce que je suis allé voir celui de Chabat avant de partir voir. Ah ouais, donc voilà, je sais pas, à voir ce que ça peut donner. Mais c'est un format, par contre, qui peut correspondre à un jeune public. Ce format de 30 minutes, on sait que des fois, les enfants de 6-10 ans, ils ont un peu du mal à tenir devant des longs films d'1h30. C'est quelque chose qui peut les amener à Astérix, comme tu dis, RD. C'est un moyen à amener les enfants à se projeter dans la bande dessinée. Là d'ailleurs, il y a les références aux dessins animés Idéfix et les Irréductibles qui se passent à Lutèce. Et voilà, donc moi, comme j'ai dit, avec un enfant de 7 ans, je suis tombé là-dessus. Et c'est vrai que voir les petits chiens qui sont là-dedans au 2e plan dans 2 cases, et tu fais le lien aussi comme ça. Et moi, j'ai dit à mon fils, j'ai dit, tu reconnais cela? Et voilà, et lui tout de suite a enchaîné, ah oui, c'est Idéfix, etc. etc. Donc ils ont retrouvé. Et il fait aussi le lien avec les précédents albums aussi, avec le frère de Bonne Mine. Donc voilà, donc c'est vrai que évidemment il te met le petit astérisque en disant ça revient, ça renvoie à tel album, mais ceux qui ont lu Astérix de manière assidue, ils disent oui tiens, c'est le frère de Bonne Mine. Donc on peut dire que c'est facile, mais mine de rien ça c'est bien fait, c'est bien, ça se déroule bien dans l'histoire. Et puis donc il est aussi dans ce dessin animé aussi. Donc on le voit plusieurs fois dans ce dessin animé. Ah ouais, j'ai plus souvenir. Donc non, mais il y a un gros travail qui a été fait, je trouve, sur cet album. On peut espérer qu'il soit renouvelé dans l'expérience. Et ça, c'est la question. Je sais pas. On verra dans 2 ans. Je sais qu'il y a une interview c'est à peu près tous les 2 ans les Astérix.
Ah ouais. Il y a une interview des auteurs sur YouTube, je crois. On mettra le lien sur la bande des comics. Et voilà, j'ai pas eu le temps de la regarder, mais voilà, est-ce que je sais pas si Fab Caro, parce que d'un côté c'est bien, ça amène une exposition à l'auteur. De l'autre côté, il faudrait pas qu'il se retrouve enfermé dans cette case et ne plus pouvoir faire ce qu'il fait à côté, ce que personnellement je préfère. Mais voilà, c'est bien. À voir si c'est pas juste un petit. Un kiff, une petite cerise, tu vois, un plaisir qui s'est fait, et puis voilà, on passe à autre chose, je sais pas. Ouais, mais après, quel autre scénariste Lupano. pourrait le... Lupano. Ah, j'ai cru que tu m'avais dit Lubrano. Oui, moi aussi. Non, Wilfried Lupano. Ok, ah ouais, Je pourquoi le pas. tiens d'un libraire de Charlemagne Toulon, Olivier, je te salue, mais qui m'avait dit, lui, je le verrai parfaitement dans Astérix. Donc, C'est vrai. Bah écoute, pour le prochain, s'ils ont pas, ils t'appellent et puis. bah oui, appelez-moi les gars. Appelez-moi. Ouais, comme nous on fait. Exactement. Ouais. Bon, bah écoutez, on a fait un peu le tour. Bon, on c'est pourrait bien. en parler encore bien longtemps, Oh, j'imagine, oui. et développer Les références, pas mal de choses. Mais déjà, Gilles sort ses fiches cachées. Vous l'avez compris, on arrive au moment. Voilà, du quiz de Gilles. Pour revenir à Astérix, si vous avez des réflexions sur cet iris blanc, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé. Ça serait une question qu'on va peut-être pouvoir poser sur les réseaux. Exactement. Parce que, comme l'a dit Gilles, il y a eu de la vente, donc pas mal de gens il en souffre. Voilà, bon allez, un petit jingle et on passe au quiz. Une énigme pour Batman. La résoudras-tu? Allez Gilles, à toi la main. Allez, bah, je vous ai fait un petit quiz Astérix, puisqu'on est dans le thème. Et t'as suivi le truc, toi. Allez, c'est parti. Quel navire prestigieux est dérobé par un équipage d'esclaves dans la galère d'Obélix? Le Titanic. France, un navire phénicien? Non, je sais plus. Non. Le Napa d'hélice. Ah, joli. C'est celui dans Cléopâtre. D'accord. Le Napa d'hélice. Je sais pas. Non. C'est la galère de César. Ah oui, d'accord. d'accord. Ah ouais, non. Comment se nomme le doyen du village? AG Canonix. Yes. Qui est Homéopatix? C'est le frère de Bonne-Mine. Yes. Oh, bien joué. Ah, Bah oui. Bien joué. De qui Falbala est-elle amoureuse? Du légionnaire. Tragicomics. Yes. Ah, enfin, oui, c'est d'accord. Ah non, pas du légionnaire, il n'est pas Non, légionnaire non, du coup, non, d'accord. Qui est Pépé? Plutôt. Ah, c'est le petit-fils espagnol. C'est le petit espagnol qui retient sa respiration. De soupe à l'oignon Icrouton, là? Non, c'est Ouais, pas ça exact. Ouais. Le fils de soupe à l'oignon Icrouton. Ouais, mais oui, d'accord, j'avais compris le nom. On va confondre avec Katarina Bellacic. Ah, non. Fantastique. Il fallait réviser là, oh, chaud. Là. Ouais, je me suis amusé là. Ouais, non, Pépé, ouais. Comment s'appelle Stanibert, pardon. Ouais, j'ai cherché l'hiver. Comment s'appelle la maman d'Astérix? Ah vache. Ouais, costaud celle-là. Je sais pas, aucune idée. On la voit quand déjà? On la voit pas souvent. Bon, espèce de les quelques BD bâtards Flashback, qui sont ouais. sortis là. Ah si, c'est pas quand il... C'est Ouais. Praline. Praline. Yes. D'accord. J'aurais pas, j'ai pas eu. De qui Gauturix est-il le neveu? Goudurix, c'est le... bras raccourcix. Yes. Le bras raccourcix, ouais. Quel romain est la caricature de Sean Connery? Ah, 006. Ah, oui. Yes. L'espion, oui, Ouais, fantastique. ça. avec la mouche. Donc la mouche, ouais. Bien joué. D'Astérix ou d'Obélix, qui est l'aîné? T'as une chance sur deux. J'ai Astérix. Mais ouais, c'est Obélix. Ouais, Obélix. Eh ben, aucun des deux. Ils sont nés le même jour, à la même heure, à la même minute. D'accord. Oh, la roue, la putain, cherche. C'est dans quel album ça? Ah, c'est pas quand il est tout petit là qu'il devient en... Ma foi. La galère d'Obélix, non? Tu crois? Ouais, quand Je il sais devient pas. en pierre ou un truc comme ça, non? Bref. La dernière. Eh bah oui. Comment se nomme le père d'Astérix? Bon, on a eu Praline, hein, mais maintenant... Pistache. C'est rien, moi. Pistachix. Pastix. Non. Je sais pas. Astronomix. Oh là là. Ok. Ouais, non, là c'est vrai. Pas que- évident, hein. Non, je sais pas. C'était pas les plus simples. Hein, Non. Parce que les questions. Ah, allez, moi j'en ai une. Allez, pour- vas-y, Allez. vas-y. Ah, on a le temps. Est-ce que on a vous le me temps. donnez les quatre camps romains? Petit bonhomme. Laudanum, Laudanum. Baborum, Aquarium.
Et bien joué. bien. Joli, monsieur. Oui, bah oui. Je sais pas si on l'a pas posée, celle-ci, à la toute première émission pilote. Tu crois On a dû la poser, ouais. Donc ça peut-être, fait très longtemps. Ouais, Non. Non, qu'est-ce qu'il y a plus... Les voyages les plus lointains qui est fait en album, c'est quoi? Un album. Ouais. J'ai la grande traversée. Ouais. Ils ont été chez Viking, ils ont été en Égypte, en Asie. Non, c'est la grande traversée. La grande traversée où il va jusqu'au Moi, chez les Moyen-Orient. Avec les glouglous. Non, c'est c'est pas quand dans il va chez les celui-ci. Indiens. La Chez grande les Indiens, traversée. ouais. Alors, je confonds avec lequel alors? Où il recherche l'ingrédient pour refaire de la potion magique. Et il traverse le désert et à chaque Ouais. fois il tombe sur des factions armées qui détestent la faction Celle précédente. d'avant, Quoi. ouais. Je crois que c'est ça la grande Il traversée. cherche mais- l'eau de roche. C'est C'est quand ça. il cherche l'eau de roche. Ouais, Le pétrole, en fait. c'est ça. Mais alors je sais plus, tu vois. Moi j'en ai une pour vous, je vous l'ai sortie tout à l'heure, mais est-ce que vous savez dans quel album est cette citation où il dit Astérix a dû manger un sanglier qui a dû manger quelque chose? Dans quel alors là Le 15e. Ça c'est bien. Alors, bluffes, je c'est vous aide un peu, il est dans une épreuve particulière et Jeux Olympiques il n'y arrive pas, il n'est pas dans son état normal, il est Aux malade. Jeux Olympiques. Aux Jeux Olympiques, Eh ouais. tout à fait. Oui, si tu parles d'épreuves, c'est Ouais, Jeux c'est Olympiques. Elle est Ouais, lourde la c'est- piste, elle est lourde. Les Jeux Olympiques, ouais, c'est pas celui qui est le plus connu, mais... Oui. Ah, il était culte chez moi, c'était vraiment un Ouais. des plus- Bah, on ouais. en a tous Oui, un qui est qu'on a plus lu que les autres. Mais, Moi, Oui. c'était Zizani. Ah ouais. Ah oui. ouais. Ouais, je crois que si j'ai pas mal lu la Zizanie, le domaine des dieux. Pas, Ouais. mal, Ouais. pas mal lu aussi, c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé quand l'adaptation a été faite. Oui, après c'est vrai que c'est générationnel, donc c'est celui qui était le plus près de Chez papy ou chez papa. Mais moi, je me rappelle quand j'étais minot, à chaque anniversaire, j'avais du coup un Astérix. Donc c'était vraiment, c'était ma lecture que j'attendais, tu vois, Ouais. avec impatience, quoi. Moi, j'ai une affection pour Astérix Légionnaire. Oui. Parce qu'il revisite plusieurs pays et le Tour de Gaulle. Tour de Gaulle d'Astérix. Tour de Ouais. Gaulle, il Parce prend aussi. que on aperçoit Rému, il refait la partie de cartes. Il fait toutes Et- les spécialités et de je toutes trouve les que, villes. Les bêtises. Ouais, je trouve qu'il y a quelque chose de gentillet dans cet album, quoi. Oui, le but était de croquer et de chaque côté français. C'est ce que je te disais avec le côté franchouillard Ouais, bien là-dessus. sûr, ouais. C'est que chacun a retrouvé sa région de là où il était avec le côté drôle qui allait avec. Donc voilà. Bon, bah écoutez, messieurs, Ah bah, on c'était bien. s'est bien amusé. Bah oui, hein, ouais, c'était toujours bien, avec Astérix, de Ah toute oui. façon. Retournons en enfance, tiens. Ouais. Exactement. De quoi passer un bon début décembre. Mm. Bon, bah messieurs, on se retrouvera pour la prochaine. On fera un spécial Noël. Hein. Ah oui, Je ne vois que ça. Tout à fait. C'est la seule solution. Exactement. Bon, je vous remercie. Merci. Merci à toutes tous. et tous de nous avoir écoutés. On se retrouve sur les réseaux, sur le site radio-actif.net, sur le 100 FM si vous êtes en région toulonnaise. Et n'hésitez pas à faire des retours, on est très preneurs. Merci à toutes et Merci. tous. Au revoir. Merci à tous. Salut.